Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des acteurs de l'éducation. Vous le savez, pour Campus Matin, je rencontre régulièrement celles et ceux qui font l'actualité de l'éducation actuelle et future, des enjeux absolument considérables. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Agnès Van Zanten. Alors, votre nom, je pense, est connu de tous les acteurs de l'éducation. Je le vois souvent dans la presse, mais ce qui m'a interrogé à vous solliciter, ce sont vos commentaires dans un article du Monde du 17 janvier sur l'enseignement supérieur privé. Alors, avant d'en venir un petit peu à cet article et à votre avis sur le système éducatif français, peut-être nous dire un petit peu rapidement, compléter de qui vous êtes et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au système éducatif? Alors donc, je suis directrice des recherches au CNRS. Je travaille dans un laboratoire de recherche de Sciences Po, l'Observatoire sociologique du changement. Alors, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je ne suis pas française d'origine, donc je suis née au Venezuela. J'ai fait mon master aux États-Unis, à Stanford, et je me suis toujours intéressée à l'éducation, d'abord en donnant beaucoup de cours quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivée en France, c'est très spontanément que je me suis tournée vers la sociologie de l'éducation. Et notamment, je suis arrivée en France à un moment assez spécial, qui était le lancement des zones d'éducation prioritaires et des politiques qui ont lancé donc, le gouvernement de François Mitterrand de l'époque. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé des travaux en sociologie de l'éducation et puis je ne me suis pas arrêtée depuis. Alors, sociologie de l'éducation, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est donc une façon de regarder le monde de l'éducation avec donc la focale de la sociologie, en s'intéressant, en ce qui me concerne beaucoup, parce que je fais des travaux essentiellement qualitatifs, donc je m'intéresse beaucoup au contexte d'enseignement. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans différents types d'établissements scolaires, depuis des établissements très populaires jusqu'à des établissements d'élite. On s'intéresse aussi beaucoup aux jeux d'acteurs. Donc, moi, j'ai beaucoup écrit sur les familles, notamment et l'école, mais aussi par le passé sur les enseignants ou sur les politiques. Et on s'intéresse aussi beaucoup au processus. Donc moi, par exemple, pour revenir au thème que vous évoquiez tout à l'heure, en ce moment, depuis maintenant une dizaine d'années, je travaille sur la transition vers l'enseignement supérieur. Et donc ce processus de transition m'intéresse particulièrement, puisqu'en ce moment, on est quand même dans une phase de massification de l'enseignement supérieur qui est inédite et qui est particulièrement intéressante à observer. J'ai par ailleurs un regard assez comparatif. Je fais beaucoup de comparaisons internationales, à la fois par la facilité de parler plusieurs langues et du fait peut-être de ne pas être française d'origine, mais aussi parce que je pense que ça apporte un regard supplémentaire. Donc, je fais pas mal de comparaisons, notamment avec l'Angleterre, mais également avec d'autres pays européens, parfois avec les États-Unis ou l'Amérique latine, qui est voilà mon continent d'origine. D'un point de vue global, comment pourrait-on caractériser le système éducatif français? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est moins bon dans certains domaines? Alors, je pense au primaire ou au collège ou autre. Enfin, comment vous pourriez le caractériser à l'heure actuelle? Oh, bien sûr, il y a beaucoup, mille et une façons de caractériser le système. Moi, par rapport aux travaux que je menais, et ce qui me frappe beaucoup, et c'est sur quoi j'ai beaucoup écrit ces dernières années, c'est que c'est un système qui est malheureusement très tourné vers la production d'une élite que le système arrive à produire et qui est une élite reconnue dans beaucoup de domaines, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais c'est souvent au coût de beaucoup d'élèves qui sont laissés sur le chemin et une pensée et qui est partagée, y compris par un nombre d'enseignants qui, effectivement, l'égalité, c'est pousser quelques-uns à aller le plus loin possible. Et je n'ai rien contre le fait qu'on pousse quelques-uns à aller le plus loin possible, mais ça ne peut pas être l'idéal pour l'ensemble du système. Il faut qu'il y ait un modèle qui permette aussi à la très grande masse des élèves, sinon à la totalité, puisqu'il y aura des élèves qui auront des grandes difficultés, mais à la très grande majorité des élèves d'aller loin, mais pas nécessairement le plus loin possible. Donc on a une forme d'idéal d'excellence qui crée une forme d'exigence sur le système, mais qui conduit à terme à se focaliser sur quelques-uns
plutôt que sur le grand nombre. Et dès lors qu'on se focalise sur le grand nombre, on va dire, ah, ben, on va leur donner un SMIC culturel ou quelque chose de ce type, etc. Alors qu'on a des pays qui ont aussi une élite très importante, mais qui, par ailleurs, la masse des élèves réussit beaucoup mieux qu'en France. On voit bien tous les résultats des enquêtes PISA, mais avant les enquêtes PISA, on avait déjà beaucoup de données françaises qui montraient qu'effectivement, on a un peloton de queue en France qui est trop important par rapport à des pays comparables du point de vue du développement économique et d'autres variables de ce type. Et alors, tu sais, si on reste sur cette comparaison internationale, est-ce qu'il y a des bons, entre guillemets, systèmes éducatifs et d'autres qui sont encore plus critiques que... enfin, et d'autres qui seraient très critiques? Alors moi qui m'intéresse beaucoup aux inégalités d'éducation, bien sûr, si l'on se place par exemple sur ce registre-là, on va dire que la France est un pays assez inégalitaire sur une base sociale, mais bien sûr, si on la place dans un contexte mondial, on va voir des pays qui sont encore beaucoup plus inégalitaires. On va voir par exemple les États-Unis ou encore plus loin le Chili ou le Brésil, qui sont des pays très inégalitaires en matière d'éducation. Mais moi, personnellement, j'aime pas beaucoup le palmarès. C'est pas dans ce sens tellement que je fais les comparaisons et surtout pas non plus dans l'autre sens de dire, eh bien, la France devrait imiter les bons élèves. Je pense bien sûr qu'il y a des choses à comprendre de comment fonctionnent les systèmes qui arrivent à avoir des meilleurs résultats en termes d'efficacité et en termes d'égalité. Mais moi, je suis très sensible, vu les travaux qualitatifs que je mène, au fait qu'on ne peut pas transposer tel quel ce qui existe dans un pays, dans le système français, et que donc il faut aussi avoir beaucoup d'imagination pour à la fois comprendre qu'est-ce qui est fait de bien dans d'autres pays, mais comment on peut le transporter dans le système français compte tenu de son histoire, de ses caractéristiques, etc. Là également, en lisant sur ces systèmes éducatifs, il y en a deux qui sont souvent, je ne vais pas dire montrés en exemple, mais en disant qu'ils sont peut-être un peu plus performants. Je pense à la Finlande et à Singapour. C'est une réalité ou pas? Oui, c'est tout à fait une réalité, mais je dis, voilà, après, ce sont des sociétés qui ne sont pas totalement comparables à la société française, ce qui n'empêche pas de se focaliser sur certaines choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, en Finlande, comme dans beaucoup de pays où les systèmes sont assez égalitaires, ce qu'on a constaté, c'est que le soutien qu'on apporte aux élèves en difficulté n'est pas un soutien qui les éloigne de la classe. C'est-à-dire que l'idéal, par exemple, quand les jeunes enfants, par exemple à l'école primaire ou les collégiens, ont des difficultés, c'est de leur procurer un soutien individuel, si possible dans la classe. Et si ce n'est pas possible dans la classe même, c'est de le faire de sorte qu'ils ne soient pas exclus. Parce que très souvent, tous les dispositifs qu'on a créés en France de longue date pour aider, soutenir les élèves en difficulté deviennent malheureusement plutôt de voies de divertir et canaliser ces élèves à l'extérieur du système. Donc, c'est comment créer du soutien qui n'est pas stigmatisant et qui n'empêche pas ces élèves de continuer dans la voie normale et de rattraper leur retard et participer toujours à la voie normale. Autre enseignement que l'on connaît bien, sociologue de l'éducation, c'est que moins il y a des filières dans un système d'enseignement, plus il est égalitaire. Alors en France, on pourra dire, mais on a fait la réforme du baccalauréat, puisque vous en parlez tout à l'heure, mais ça ne touche que l'enseignement général. Donc on a encore la filière générale, technologique, professionnelle. Et ça, c'est quand même une séparation très précoce des élèves et la plupart des pays qui ont ce modèle en filière sont des pays plutôt inégalitaires. D'accord. Vous l'avez dit, vous vous intéressez également à la transition vers l'enseignement supérieur. Est-ce que l'orientation n'est pas le trou noir du système éducatif français? Oui, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, d'une part, l'orientation telle qu'elle a été conçue dans le système français, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et les grandes réformes de l'époque gaullienne, c'était une orientation plutôt pour ceux qui avaient des difficultés. Donc, il y avait un historien français tout à fait connu, Antoine Prot, de l'éducation, qui avait écrit un petit article qui s'appelait Travaillez ou vous serez orienté. Donc, être orienté, c'est effectivement quand ça ne marche pas. Or, aujourd'hui, on est dans un système, et notamment si on pense à l'orientation vers l'enseignement supérieur, où il faut une orientation positive. Il faut trouver des voies pour tous les élèves qui ne soient pas des voies de garage, mais qui soient des voies qui conviennent à chaque élève.
l'État a fait le choix en France de ne pas augmenter le nombre de personnels, je pense donc aux conseillers d'orientation, à leurs équivalents. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de conseillers d'orientation. En France, on n'en a pas du tout un conseiller par établissement, loin de là. Ils sont souvent partagés entre plusieurs établissements, donc ils ont très peu de temps à consacrer. Donc en France, on a fait le choix de déléguer ce travail aux enseignants. Mais les enseignants, par tradition en France, sont très centrés sur leur discipline. Ils se conçoivent surtout comme transmetteurs des connaissances. Par ailleurs, il n'y a pas de formation particulière des enseignants. Il n'y a pas d'incitation financière particulière, ni d'autre type. Donc, en fait, on est dans un entre-deux où il y a un message très fort où il faut développer l'orientation vers l'enseignement supérieur, mais il n'y a pas les acteurs qui prennent véritablement ça en charge dans le système. Donc, ce qu'on voit apparaître, que j'ai étudié moi-même beaucoup, c'est une multiplication d'acteurs, par exemple sur Internet, d'acteurs privés, d'agences ou des associations, ou même des grandes écoles avec toutes ces politiques qu'on appelle corder la réussite ou ouverture sociale des grandes écoles, qui font toutes sortes d'actions, mais qui ne peuvent pas combler véritablement l'absence d'une politique d'orientation digne de ce nom dans les lycées, si on pense à l'orientation vers l'enseignement supérieur. Alors, vous l'avez dit, c'est entre deux. Cette orientation, c'est du ressort de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur? Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est aussi une politique, donc on dit le -3 + 3 pour dire qu'on essaye de construire un espace nouveau qui va depuis la seconde jusqu'à la fin de la licence. Mais dans la réalité, on voit que c'est un espace encore assez vide. Les enseignants du secondaire et du supérieur, contrairement à d'autres pays où pour toutes sortes de raisons, par exemple quand ce sont les universités qui font les programmes d'enseignement, il y a beaucoup plus de liens entre le secondaire et le supérieur. En France, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, les acteurs ne se parlent pas. Et c'est vrai que les enseignants du supérieur non plus n'ont pas d'incitant particulier à s'épancher. On le voit bien avec une politique qui n'existe plus à vraiment parler, qui s'appelait l'orientation active, dans laquelle les enseignants du supérieur devaient donner des conseils aux élèves candidats. Ils ne s'investissent pas non plus beaucoup et il y a toutes sortes de raisons qui permettent de comprendre cela. Et donc, ce que j'ai observé dans mes enquêtes, c'est qu'il y a une très, très grande variation, par exemple, selon les lycées, selon les milieux sociaux, bien sûr, parce que les enfants des catégories supérieures sont très aidés par leurs parents, alors que les autres ne le sont pas, mais aussi beaucoup de variations selon les lycées. Il y a des lycées où on parle d'orientation depuis la classe des secondes. Il y a des lycées où on parle d'orientation le jour où Parcoursup ouvre pendant 3 mois avant que les élèves déposent leurs vœux sur Parcoursup. Les types de conseils qu'on donne aux élèves varient énormément d'un lycée à l'autre. Donc, il y a beaucoup d'inégalités et cela, voilà, ne fait pas l'objet d'une attention particulièrement forte de la part ni du ministère de l'Enseignement supérieur, ni du ministère de l'Éducation nationale. Les salons d'orientation qui jouent un rôle ou pas? Alors, je me suis beaucoup penchée là-dessus, donc pendant plusieurs années avec des collègues, donc on est allé observer des salons et faire des courts entretiens avec les personnes dans les stands, les animateurs des conférences, et on a fait aussi passer un questionnaire auprès des visiteurs, à la fois des élèves et aussi des parents, parce qu'il y a de plus en plus de parents qui vont aujourd'hui dans les salons. Alors, le problème des salons, c'est qu'effectivement, surtout en région parisienne, parce que les salons hors de Paris, hors de l'Île-de-France sont un peu différents, il y a énormément d'établissements privés. Nous, on a vu des salons qui sont totalement que des établissements privés, mais en moyenne, il y a souvent de l'ordre de 80% des établissements qui sont présents sont privés. Ce qu'on peut comprendre parce que beaucoup d'universités sont débordées, elles ont beaucoup trop d'étudiants, donc elles ne veulent pas attirer de nouveaux étudiants. Et puis d'autre part, les universités n'ont pas de budget non plus à consacrer à la communication et même elles sont assez opposées à cette idée de faire un peu du marketing d'elles-mêmes dans des salons. Et donc, on voit une offre privée très offensive que l'on va retrouver effectivement dans les salons. Donc, quand on va au salon, on a l'impression qu'en France, l'enseignement privé occuperait 80% de l'espace de l'enseignement supérieur, alors que même si
son pourcentage a beaucoup augmenté, on est dans l'ordre des 20%, donc ce n'est pas du tout ce paysage-là qui est fait, et avec des techniques très offensives qui sont très attirantes vis-à-vis des élèves et des familles qui sont un peu perdues, qui n'ont pas eux-mêmes nécessairement la capacité à décrypter l'offre d'enseignement supérieur, des jeunes qui sont scolarisés dans des lycées où ils ne reçoivent pas nécessairement l'accompagnement, le même type d'accompagnement que dans des lycées plus favorisés. Donc, ils se laissent un tout petit peu happer par la logique du salon, voilà, qui est une logique marchande, tout simplement. Et comment? Est-ce que la réforme du bac va aider dans cette orientation? Alors, la réforme du bac, elle a quand même fait avancer beaucoup l'orientation. Donc ça, c'est un des problèmes qui se pose parce que déjà, à 17 ans, quand on se pose la question pour Parcoursup, c'est déjà assez jeune et beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, notamment dans une société où les jeunes sont peu en contact avec le monde du travail et connaissent très mal le monde du travail, que souvent le connaissent à travers les médias et ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, etc., qui donnent quand même une image souvent relativement déformée. Mais maintenant, avec le choix d'options que les jeunes doivent faire en classe des premières, ça a fait remonter en amont la question de l'orientation et on en discute aujourd'hui dans la presse, par exemple, par rapport au fait qu'un certain nombre de jeunes ne choisissent pas donc l'option mathématique qu'ils jugent trop difficile et donc ça pose des problèmes parce qu'après un certain nombre de formations sélectives, même quand les mathématiques ne sont pas au cœur de leur modèle de formation, sélectionnent en tenant compte aussi des notes des élèves en mathématiques. Par ailleurs, on est dans une société, bien sûr, où de plus en plus les personnes choisissent et donc les jeunes peuvent trouver extrêmement attractif qu'on leur dise, mais vous pouvez choisir, vous n'avez pas besoin de suivre un cursus unique, vous pouvez choisir vos options. Le problème, c'est que ça engendre un autre type d'inégalité qui est l'inégalité face au choix. Parce que tout le monde n'est pas dans position égale par rapport au choix. Faire des bons choix suppose beaucoup de connaissances, etc. Donc, les jeunes de milieu populaire peuvent être très attirés par l'idée de pouvoir choisir, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés pour bien choisir. Et donc, ils peuvent faire des choix qui peuvent être très pénalisants par rapport à ce que ces choix permettent dans l'accès au supérieur. On ne connaît pas encore parfaitement cela parce que le paysage est en pleine récomposition. Donc, on ne sait pas exactement comment vont bouger certains établissements d'enseignement supérieur. On voit que les classes préparatoires n'ont pas beaucoup bougé. Donc, les jeunes qui prétendent aller dans les classes préparatoires, ils savent très bien quelles sont les options qu'ils doivent prendre selon les types de classes préparatoires. Mais d'autres établissements peuvent bouger un tout petit peu dans le temps et donc il faut suivre ça dans les années qui viennent. Alors, classe préparatoire, c'est plutôt du côté scientifique, parce que du Oui, côté bien sûr. Et là, ECG, on a constaté une là, fois on une sait très baisse. bien quelles sont les options qu'on doit prendre, donc maths, physique, chimie, ou maths, SVT, etc. Donc voilà. Et est-ce que c'est pas enfin, comment, un peu compliqué de demander à des lycéens de choisir une spécialité et surtout s'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux? Oui, c'est difficile et c'est l'idée aussi de se poser, mais finalement, il faut réfléchir aussi en termes de culture commune. C'est aujourd'hui ce qu'on voit les débats dans la presse autour des mathématiques. Moi, personnellement, j'adhère très fortement à l'idée que les mathématiques, ça fait partie de la culture commune et que tout le monde devrait avoir une base mathématique, de même que l'économie, les sciences sociales. Pour moi, c'est une base commune au même titre que l'histoire, le français, etc. Donc, choisir, ça veut dire qu'on ne partage pas cette culture commune et que par ailleurs, ça peut être extrêmement pénalisant par la suite, non seulement dans le monde de l'emploi, mais même à titre de citoyen à part entière. Oui, parce que les spécialités sont intéressantes en tant que telles. Oui, C'est vrai que si on ne maîtrise pas les fondamentaux, si je prends le cas d'une spécialité qui m'intéresse, qui est la géopolitique, oui. si on n'a pas la connaissance de l'actualité, la capacité à comprendre, à analyser, à décortiquer, hiérarchiser, de toute façon, ça fait plutôt du zapping et de la consommation de contenu Oui, que et c'est de d'ailleurs l'apprentissage. plus général que la question des spécialités, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'échec scolaire des élèves, on voit souvent qu'on revient à un moment où certains fondamentaux n'ont pas été acquis et qu'à partir du moment où ces bases ne sont pas là, il est très difficile d'ajouter des choses parce que les difficultés, il faut remonter
beaucoup en arrière. C'est de là l'importance effectivement de se centrer beaucoup sur l'enseignement élémentaire et préélémentaire pour s'assurer que les élèves ont acquis les bases. Parcoursup, c'est là aussi un outil positif dans l'aide à l'orientation ou comment? C'est une gigantesque loterie qui inquiète tout le monde. Alors, je pense que l'effet positif, si on peut parler, qui n'est pas que positif, l'effet positif qu'on a pu voir, c'est que ça a donné de l'envie à un certain nombre de jeunes. Ça leur a permis de voir qu'il y avait un espace plus vaste et qu'on les invitait à aller dans cet espace, etc. Donc, de ce point de vue, ça a pu jouer un rôle qui n'est pas que négatif. Mais je pense qu'effectivement, le problème, c'est pouvoir comprendre Parcoursup. Et une des choses auxquelles je me suis intéressée aussi depuis cette dizaine d'années que je travaille sur la transition vers le supérieur, c'est par exemple quand on interroge les jeunes sur quelle est leur principale source d'information, c'est Internet. Et se renseigner sur Internet, que ce soit Parcoursup sur Internet, mais aussi toutes les informations qu'on a sur Internet, on se rend compte qu'il y a énormément de différences, d'inégalités entre les jeunes. Nous, par exemple, on a fait un exercice très simple, très basique, et leur demander de se renseigner sur le projet d'orientation sur Internet. Et pour l'instant, on n'a pas exploité tous les matériaux et on a recueilli donc toutes les données à la fois sur Internet et sur un papier. On leur a demandé quels sont les mots-clés que vous avez utilisés. Et quand on voit la différence dans les mots-clés qu'utilisent les jeunes en fonction de leur milieu d'origine, en fonction du lycée où ils sont scolarisés, on voit bien qu'ils ne vont pas du tout avoir accès à la même information. Aujourd'hui, Parcoursup donne énormément d'informations, des taux d'insertion, des taux de ceci. Il n'est pas du tout évident que les jeunes comprennent cela aussi facilement et plus on a d'informations, quand on n'a pas la capacité à les analyser, à les trier, etc., plus on est perdu en fait. Alors que souvent on nous tient en discours, plus on donne de l'information, plus c'est égalitaire. C'est loin d'être le cas quand on l'analyse avec une perspective sociologique voilà, très rapprochée du comportement des acteurs. Alors, ensuite, donc, il y a l'entrée dans l'enseignement supérieur. Vous dites que le choix des familles pour l'enseignement supérieur privé, c'est l'aspect professionnalisant pour rassurer les familles et cet aspect métier à la fin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'opposition entre l'enseignement supérieur privé, c'est professionnel, et puis la fac, on est dans de l'acquisition de connaissances? Enfin, finalement, quelle est la mission de l'université? Alors, je crois que très souvent, la massification de l'université à partir des années 60, avec les différentes vagues de massification de l'université, sans que l'université ait nécessairement eu les moyens, les ressources pour faire face à ces vagues, ont beaucoup contribué à répondre l'idée, une idée qui a été vendue aussi par les écoles, que l'université, c'est la tour d'ivoire et à côté, il y a des écoles professionnalisantes, des écoles très prestigieuses comme les grandes écoles, des écoles un peu moins prestigieuses, mais qui sont toutes beaucoup plus proches du monde professionnel, de par leur corps enseignant, de par leur partenariat, de par l'alternance avec le monde professionnel. Et c'est sûr que dans des périodes d'angoisse par rapport à l'avenir, de crise économique, etc., tout le discours qu'on peut tenir sur la professionnalisation est extrêmement attirant. Mais c'est une image en partie déformée de l'université. C'est vrai que l'université n'a pas, ce n'est pas vrai que dans toutes les disciplines, on a une capacité très forte de professionnaliser les jeunes, mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a les licences professionnelles, il y a beaucoup plus de partenariats avec l'extérieur, etc. Mais dans les salons, par exemple, on décrit énormément les universités, il y a un discours extrêmement critique, entre autres en les présentant comme si elles étaient hors du monde, une image totalement mythique par rapport à ce que c'est l'université aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule chose qui attire vers l'enseignement privé. La professionnalisation est attirante, et notamment bien sûr pour les parents, aussi pour les jeunes, mais aussi ce qu'on vend beaucoup autour de ces écoles privées, notamment ces écoles
à but lucratif, nouvelles qui n'ont pas une très bonne réputation, c'est aussi beaucoup de rêves pour les jeunes. C'est aussi leur dire, voilà, vous allez faire une année à l'international, vous allez être dans un campus beaucoup plus agréable, vous allez être dans des petits groupes, c'est pas l'université anomique, c'est pas des locaux qui sont en train de tomber en morceaux, etc. Donc il y a aussi tout un côté de l'expérience. Et notamment, ce qu'on a constaté dans les salons, c'est comment les écoles qui y vont jouent beaucoup sur un processus d'identification parce qu'ils font venir des jeunes qui sont scolarisés dans leur établissement et donc finalement, ils parlent aux autres jeunes et ils ne leur parlent que de leur expérience. Il y a très peu de données et d'ailleurs, parfois, ils se trompent. Moi-même, j'ai fait des visites comme si j'étais un parent d'élève et parfois, ils me donnaient des informations totalement erronées parce qu'ils sont dans un discours enchanteur. Voilà, voilà ce qu'on fait dans les associations, voilà les fêtes, et on part à l'international. Donc il y a le côté professionnalisant qui est très important, mais aussi le côté rêve, être pris en charge comme personne, être dans un cadre agréable. Voilà, tout cela joue aussi beaucoup. Alors, vous avez raison, hein, ce monde de l'enseignement supérieur privé, il est très hétérogène, avec des réalités très diverses. Pourquoi l'État n'intervient pas et laisse finalement se développer des écoles, j'allais dire, qui profitent de la misère éducative? Je dirais que c'est une longue tradition française. Je pense que je l'ai vu aussi, même y compris quand j'ai travaillé plutôt sur l'enseignement privé, dans l'enseignement secondaire, à d'autres moments, notamment à propos des travaux que j'ai pu faire sur le choix de l'école. C'est qu'à partir du moment, par exemple, où on a fermé la guerre scolaire, on a aussi décidé de fermer les yeux et de se dire, voilà, on n'exerce pas un contrôle, on ne regarde pas. Et donc, effectivement, c'est une façon de dire qui produit en France des effets assez détonnants parce que à la fois on a un secteur public qui, de mon point de vue, n'est pas très bien non plus régulé et coordonné, mais qui est quand même au moins régulé sur un plan bureaucratique. Et on laisse à côté se développer toute une pléthore d'autres acteurs, soit des établissements, soit, comme je le disais, des agences privées qui interviennent aujourd'hui en matière d'orientation, sans aucun contrôle sur le type de discours, sur le type de pratiques, etc. Et ça, je pense que c'est parce que l'État ne veut pas assumer la présence de ce secteur, alors que je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, il faut prendre acte que le développement de l'enseignement supérieur va faire intervenir ces catégories d'acteurs. L'État ne peut probablement pas tout assumer, et de toute façon, on est dans un modèle qui est libéral, mais où il faut des règles et il faut des moyens de contrôle. J'en ai discuté avec certains acteurs, ils parlent par exemple de développer des labels. Bon, je pense que c'est une première étape, mais pour moi, le label ne suffit pas parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un monitoring aussi, pas seulement a priori, mais quelque chose qui se fasse aussi en cours de route, parce que entre le fait de donner un label et après, qu'est-ce que font les gens véritablement, moi, j'ai pu constater sur le terrain des très grandes variations, donc je pense qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres formes d'accompagnement de ces acteurs, voilà, qui par ailleurs profitent en partie de l'argent public, par exemple, pas toutes, mais une partie de ces écoles, par exemple, ont des boursiers. Et des boursiers, donc c'est l'argent de l'État qui va vers ces écoles. Voilà. L'État pourrait être un super régulateur avec une sorte de contrat d'objectif pour chaque établissement. Oui, absolument. Donc, je pense que là, il faut prendre acte qu'il y a une forme de, pour parler comme dans le monde anglo-saxon, des PPP, des partenariats publics-privés, et que, voilà, il faut le prendre à bras-le-corps et dire, voilà, à quelles règles on établit, à quel type de système, contrat d'objectif, label, quel type d'accompagnement, quelle évaluation, voilà. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Peut-être une question pour terminer. Est-ce que l'éducation est une marchandise? Alors, non, je pense que l'éducation, et on le voit bien d'ailleurs, même si on voulait le traiter comme une marchandise, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas traiter l'éducation comme une marchandise, c'est par exemple parce que l'éducation ne marche pas si les gens ne veulent pas participer. Par exemple, vous pouvez donner des tonnes d'éducation à un élève, si l'élève ne veut pas le recevoir, eh bien, donc vous ne pouvez pas acheter l'éducation. Vous ne pouvez pas aller dire, je vais m'acheter un t-shirt ou dire je vais acheter un diplôme à mon fils. En tout cas, en France, on n'achète pas un diplôme. Il y a peut-être encore des pays où on peut acheter un diplôme. Mais en tout cas,
il faut une participation à ces niveaux-là. Après, effectivement, il y a des formes de marchandisation de l'éducation dans le sens de le type, le présenter plutôt comme un produit, etc. Moi, personnellement, et là, c'est plutôt une vision normative, plus des citoyennes que des sociologues, je dirais, je pense que l'éducation est plutôt un bien commun. D'autant plus que plus on donne d'éducation, on ne prive personne d'autre chose. Et ce qui est en concurrence sur le marché de l'emploi, ce sont les diplômes, mais pas l'éducation que l'on donne aux personnes. Donc, si on donne plus d'éducation, on ne devient pas plus pauvre parce qu'on donne plus d'éducation à quelqu'un d'autre. Donc, je vois l'éducation plutôt comme un bien commun, mais bien sûr, en tant que sociologue, je ne suis pas naïve par rapport au fait que, par exemple, dans un marché du travail qui se ferme, il y a une concurrence, par exemple, entre les diplômés qui peut être très, très forte. Et là, on est dans des logiques des marchés tout à fait évidentes. Ou d'ailleurs, souvent, ce qu'on vend aujourd'hui, moins dans le marché du travail, en tout cas des diplômés de haut niveau, c'est moins le diplôme que beaucoup d'autres choses que l'on vend, des activités extracurriculaires, les soft skills, etc. Donc, il y a aussi quelque chose qui ne renvoie pas nécessairement à l'éducation au sens des programmes d'enseignement.